Bonsoir, monsieur Abouba, vous êtes à l'antenne. Bon, on va donc d'abord refermer le star et passer donc à la seconde épisode de la soirée. Le temps pour nous de souffler avec cette petite transition. Voilà, les Africains doivent-ils accepter de négocier autour du franc CFA? On sait que depuis quelques mois maintenant, le débat est remis autour de la table et il est important en tout cas d'en reparler de cette monnaie, de cette zone franc. Est-ce qu'aujourd'hui, nous en tant qu'Africains, nous devons encore négocier, accepter d'utiliser cette monnaie? Qui est donc le franc CFA. La question sera posée à nos panélistes ici au plateau central. Le temps pour nous d'accueillir aussi Monsieur Dalvaris Goudjouf. Bonsoir et merci d'être venu quand même si c'est avec un peu de retard. Merci en tout cas d'avoir fait tous les efforts possibles pour être présent sur ce plateau. Bonsoir Manuela, bonsoir Jean de Dieu et M. Béo, que je suis très heureux de revoir. M. Pondi également, je m'excuse sincèrement, ce sont les grands embouteillages des villes camerounaises. C'est aussi ça l'industrialisation. C'est aussi ça l'industrialisation. Je suis extrêmement heureux d'être là pour donner le meilleur de moi, ma très modeste contribution pour l'épanouissement de notre continent, l'Afrique. Voilà, on ne va pas tourner autour du pot. Est-ce qu'aujourd'hui les Africains doivent encore accepter de négocier autour du franc CFA? Bonne question. Mais qu'est-ce qui nous permet de pouvoir arriver à cette question, Manuela? C'est que tout récemment, au mois d'octobre 2015, précisément le 2 octobre, s'est tenue la réunion à Paris-Bercy, au ministère des Finances français. À cette réunion qui était sous la présidence de Michel Sapin, qui est le ministre des Finances, assistait notre ministre des Finances au Cameroun, Amin Ousmane, et un certain nombre de ses collègues africains. Et à une question posée par un journaliste, on a demandé si la question du franc CFA était tabou entre les États africains membres et la France. M. Chapin a dit que non, ce n'était pas une question tabou et que la France était même prête à passer à la négociation. La première chose que nous allons remarquer, c'est de féliciter le grand combat qu'Afrique Média lance. Pourquoi? Parce qu'il y a de cela 4 ans, effectivement, nous commencions ce combat par rapport au pilier de la souveraineté, entre autres. Il y a la monnaie. Beaucoup de personnes disaient que nous affirmions des bêtises, mais de nos jours, quand le colon est en train d'accepter de partir à la négociation, cela montre que les lignes sont en train de bouger. D'ailleurs, Paris aurait même affirmé que les Africains sont libres de sortir ou encore de rester dans la zone franc. En réalité, les termes le prévoient. Les termes même des accords le prévoient, de l'accord monétaire. Premièrement, il dit, Michel Sapin dit qu'ils sont prêts à négocier pour les thèmes. Je pense qu'ils ont arrêté, qu'ils devraient en principe, parce que la prochaine rencontre est censée être au Cameroun en février, à Yaoundé, et ils sont censés, pour ceux qui veulent entamer une négociation sur ces thèmes, sur ces accords monétaires-là, mais il y a la possibilité pour les États africains, membres de la zone franc, de sortir de la zone franc. Nous disons qu'en réalité, ça c'est l'instant à ne pas manquer. Là, c'est le moment tant attendu. Des personnes qui pensent être panafricanistes et en tant que leader africain devaient prendre la bonne décision. Car aucune personne normale, aucune personne objective, aucun économiste digne de ce nom ne peut prétendre que dans le contexte actuel, le franc CFA est en train de participer au développement des États qui sont en train d'utiliser. En termes, en fait, le franc CFA n'est pas notre monnaie. Le franc CFA est la monnaie du colon. Nous devons lui restituer sa monnaie et avoir notre monnaie. Alors cette rencontre, la prochaine, qui pourrait se tenir en février, alors est-ce que c'est donc la rencontre décisive? En principe, tout dépend de chacun. Parce que dans les accords, il est clairement stipulé que chaque État peut décider de se maintenir dans la zone ou de sortir de la zone. C'est vrai que, n'oublions pas qu'il y a des choses que l'on dit officiellement, il y a d'autres que l'on dit officieusement. Mais en même temps, on n'a pas vraiment le sentiment que beaucoup de pays africains, de chefs d'État africains veulent en tout cas se sortir de cette zone franc. Est-ce que ce ne sera pas encore un discours qui sera rangé sous la table?
En réalité, pour être franc, le seul chef d'État africain de la zone franc qui a pris position ouvertement, directement, ténacement pour le franc CFA, c'est le président de la Côte d'Ivoire, le président Ouattara. Et il y a eu quelques personnes qui ont réagi, mais la personne qui a pris clairement position contre le franc CFA avec des arguments économiques, tenant compte par exemple du coût de la position du franc CFA, c'est le président actuel de l'Union africaine, son Excellence Idriss Déby Itno. Et nous pensons que c'est toujours une occasion de pouvoir démontrer, de passer à la phase pratique. C'est vrai que ça ne va pas être facile. Ou alors, il y a des personnes qui vont s'opposer, parce que n'oublions pas que dans tout ceci, il y a des personnes qui tirent leurs intérêts. Il y a même des Africains qui tirent leurs intérêts dans toutes ces négociations. N'oublions pas par exemple qu'à la dévaluation de 1994, il y a certains responsables africains qui ont eu l'information tôt. Donc, ces personnes ont mis de l'argent, ont multiplié leur argent qui était du simple au double. Parce qu'ils avaient l'information, ils travaillaient avec eux, avec le colon. Pour dire quoi? C'est pas tout le monde qui va être d'accord, mais la personne qui est déjà disposée peut donner l'exemple, peut donner le coup d'envoi, et je pense que le reste pourrait suivre. D'accord. Jean de ici, est-ce qu'on doit accepter de négocier autour de franc CFA? J'ai consommé des grandes déclarations de certaines prééminences de notre continent cette semaine. M. Sassou Nguesso a dit qu'il porte plainte contre X, contre l'inconnu, parce qu'on aurait acquis frauduleusement les biens africains. L'objet de notre troisième thématique, en tout cas, de la soirée. C'est une grande déclaration. Oui. J'ai entendu M. Ouattara dire que je n'enverrai plus jamais un Ivoirien à la Cour pénale internationale. J'ajoute, M. Idriss Déby aurait pris position pour ce franc des colonies françaises d'Afrique. Mais c'était juste après M. Obiangema Bazoro, lors de la 23e édition de l'Union africaine, c'était à Malabo. C'est là qu'il nous disait, nous étions ensemble, quand il nous disait que la France elle-même utilise plus le franc français. D'où vient-il que nous on continue à utiliser le franc des colonies françaises d'Afrique? Qu'il va voir, il doit discuter avec son frère Bia pour que... Bon, c'est des grandes déclarations. Et je salue la réflexion du frère qui indique qu'il y a des déclarations officieuses qui se passent dans des milieux assez hermétiques. Et moi, je vous avais dit que ce n'est pas la rue. Non, c'est pas la rue. Quand Paris vous dit nous sommes prêts à négocier, ça suffit, c'est que ça suffit. Peut-être prêt parce que l'Allemagne fait pression, pas parce que l'Afrique fait pression. Parce que je vous avais expliqué clairement que Paris n'a pas intérêt à perdre ses colonies monétaires. Parce que si vous prenez les trois problèmes fondamentaux de cette monnaie, je ne voudrais pas rappeler que c'est une monnaie fabriquée à Chamalières, donc là-bas en France, et qui donne les intérêts à l'imprimerie qui produit la monnaie. Je ne voudrais pas rappeler que cette monnaie donne des emplois à ceux qui fabriquent cette monnaie. Je ne voudrais pas rappeler que la même monnaie, on vous donne une masse monétaire très maigre comme ça. J'ai rappelé que la masse monétaire de la France, c'est 113 fois la masse monétaire de 6 petits pays d'Afrique centrale réunis. 113 fois. La prochaine fois, je vous donnerai exactement les chiffres. Je ne voudrais pas rappeler le contenu, la manifestation du compte d'opération. Parce que le compte d'opération fonctionne tel que nous vendons la banane au Japon. Le Japon ne verse pas l'argent dans notre trésorerie, verse dans un compte qu'on appelle le compte d'opération. Et c'est la France qui décide, bon, comme vous avez 2000 ici, maintenant on dit que c'est 50%. Quand vous avez 2000 ici, on va d'abord vous donner 1000. Bonne gouvernance, mais fermez les yeux de regarder pour les 1000 francs qui restent ici. Donc la France n'a pas intérêt à négocier. La négociation même ne signifie rien dans un contexte de dol. Parce que dès que vous avez commencé, nous avons des choses dans notre pays, dès que vous avez entendu séminaire de renforcement des capacités, c'est qu'il n'y a plus rien qui sortirait de là. Atelier de ceci ou cela, séminaire de renforcement des capacités, quelle capacité?
Dès que vous suivez une négociation, on n'aura rien. Il n'y aura pas une issue. Il faut lutter. Mais la lutte est très difficile parce que j'aime le rappeler. Ce n'est pas que je déteste la France. Au contraire, je rappelle ce qui est fait par la diplomatie française pour que les pays africains puissent aussi être capables de s'élever à ce niveau. La France organise sa diplomatie sur la base de 5 E. Et cette construction est justement le construit, c'est le constructivisme qui part donc de l'Élysée, le premier E. Il faut toujours rappeler ça même après ma mort. E, qui a le Matignon, le Quai d'Orsay, c'est la tête pensante de la prédation internationale, qui accouche les instruments de gouvernance internationale. Le deuxième E, qui est le E des églises, des cercles ésotériques, c'est le E le plus important qui nous domine en métaphysique, en nocturne. Quand vous descendez donc, il y a le troisième E des écoles et des états-majors. Quand vous dites opération Sangaris, la mission est terminée, on vous dit que 900 militaires vont d'abord rentrer. Troisième E. Si vous descendez, vous arrivez donc au E des entreprises et ajoutez donc la problématique de la monnaie, c'est structuré, la problématique de la monnaie. Si vous brisez un E là, il y a problème à Paris. Et quand vous descendez de E qui a été Élysée pour aboutir au E qui a été les énergies, toutes les énergies des petites colonies doivent converger vers Paris. C'est ça qui nourrit les générations de Français. Le jour qu'un chef d'État, c'est pour ça que Sarkozy va revenir. Il va revenir parce qu'il est mauvais président pour les Africains, mais il est très bon président pour les lobbies d'armes, très bon président pour les Français qui savent comment organiser la fédération internationale. C'est très important de le savoir. Si les Africains ne peuvent pas le savoir, on va négocier quoi? Les Africains doivent créer les mécanismes pour bousculer les E. Dès qu'on a bousculé un E, peut-être le E ésotérique là, les églises et cercles ésotériques, nous créons les mécanismes d'un code métaphysique solide. Ici, nous aurons du désordre à Paris et l'empire des prédations, l'empire du constructivisme international va chuter. J'explique des choses, ça c'est les choses de la diplomatie fondamentale. Ce n'est plus la diplomatie qu'on enseigne dans nos petites écoles où nous avons consommé, parce que je vous ai dit à l'introduction, il faut remettre en cause tout ce que nous avons étudié venant de Paris. Il faut remettre en cause la philosophie qu'on nous enseigne à travers les Hegel, les Kant. C'était des analphabètes, c'était des imbéciles au sens de vide, qui devenaient donc les philosophes parce qu'ils ont dit que le noir n'a pas d'âme, le noir ne réfléchit pas, le noir est un singe. Dès qu'on a dit ça, on devient grand philosophe. Maintenant, devenons aussi les grands journalistes en démontrant que le constructivisme français doit être attaqué par la base. C'est ça le plus important aujourd'hui. Ce n'est pas que je déteste les Français, au contraire, j'embrasserai toutes les Françaises. On m'a dit qu'elles sont très belles. Bon, en fait, aussi belles que les filles africaines. D'accord, merci Jean-Jésus Haïchi. Donc, pour relancer le débat, on va peut-être regarder cette vidéo justement de M. Sapin qui s'exprimait à propos justement de cette monnaie qui est le franc CFA. Donc, la diffusion va peut-être nous envoyer cette vidéo-là. La question en fait, de l'arrivée du franc CFA à l'euro agite assez les économistes. Est-ce que vous pensez que c'est une question taboue? C'est un débat qui existe depuis que la zone CFA existe, que le franc CFA existe. Que ce débat soit porté par les uns et par les autres, c'est parfaitement légitime. Je comprends tout à fait que l'on cherche à voir les avantages, éventuellement les inconvénients, en fonction des situations. Ce que je veux dire du côté français, c'est que nous sommes dans un espace qui est un espace de volonté partagée, qui est un espace où chacun est respecté, où chacun peut apporter un certain nombre de propositions. La zone franc, ce n'est pas une zone figée, ce n'est pas une zone historique, c'est une zone qui est dynamique. Et s'il y a de la part des uns ou des autres, au niveau académique ou au niveau politique, des propositions d'évolution, eh bien nous en discuterons tous ensemble avec cet esprit de respect et d'égalité. Encore une question. Les pays en fait, de la zone franc disposent de réserves de plus de 3 000 milliards auprès du Trésor français. Est-ce qu'ils utilisent cet argent?
Oui, c'est une question qui est souvent posée, mais à laquelle il a été répondu par les gouverneurs des banques centrales africaines et les gouverneurs de la Banque centrale française. Ces réserves sont indispensables aux pays africains pour pouvoir leur permettre, en fonction des évolutions au jour le jour ou au mois le mois, de faire face à tel ou tel besoin, par exemple payer des importations à l'extérieur. Donc ce n'est pas de l'argent confisqué, ce n'est pas de l'argent mis de côté, c'est de l'argent qui peut être mobilisé à tout instant pour faire face aux besoins des économies africaines. Une utilité ? Absolument. Merci. Merci. Voilà, merci à la réalisation pour cette vidéo. Monsieur François Veillot, vous avez donc suivi les propos de Monsieur Sapin, justement par rapport à la question du franc CFA. La zone franc n'est pas une zone figée, c'est une zone où on retrouve la volonté partagée, le respect et tout ce qui a été dit par Monsieur Sapin. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je m'inscris à faux. La zone franc, elle est une zone morte. C'est quand même, je pense que nos amis occidentaux devraient comprendre que même nos parents, parce que je le dis toujours, nos parents étaient des gens, nos grands-parents, c'était des gens intelligents. Et comme j'ai coutume à le dire, l'Afrique a connu des intelligences, elle continue de se connaître les intelligences. Vous ne pouvez pas avoir une monnaie qui est gardée dans les caisses du voisin, comme l'a dit si bien Jean de Dieu ici, et que vous prétendez soulever la tête dans le domaine économique. Je dis que c'est faux, on ne peut pas nous dire ça. Même qu'à école, bon, ils nous ont créé les écoles occidentales, mais nous aussi, on a nos propres écoles, hein, l'école de ma grand-mère, l'école de mon grand-père, l'école de mon papa, et tout ça, c'est une école. Donc je dis, même si mon papa se réveillait de sa tombe, une telle, comment je veux dire, oui, l'équilibration comme ça, il ne peut pas l'accepter, c'est inacceptable. Nous savons tous manière. Prenez un peu l'exemple des pays de l'Afrique centrale, comme dit Jean Diaz ici, les petits pays, parce que nous sommes des petits pays, justement petits pays dans ce sens que tout nous est imposé. La monnaie, les industries, le système éducatif. Et à cette occasion, je disais au professeur Pondy hier, de tout faire. Lorsqu'on a des chefs-d'œuvre comme le livre dont on nous a présenté hier sur Thomas Sankara, de tout faire pour que ces livres-là soient introduits dans nos systèmes éducatifs. Peut-être ici, j'en appelle à mes anciens collègues, peut-être de faire un tout petit peu comme je le faisais à l'époque lorsque j'entrais dans les salles de classe. Je ne me figeais pas tout simplement sur ce que l'Occident nous envoie comme document. Lorsque j'entrais dans une classe terminale, par exemple, je revenais à une histoire qui est vraiment la nôtre. Hein. Je fais toujours un crochet pour que les étudiants ou les élèves comprennent que non, ce qui nous vient de l'autre côté n'est pas forcément ce qu'on doit les renseigner. Donc je voulais tout simplement dire, Manuela, que ce que nous venons de voir là, si nous sommes des Africains réfléchis, ceux qui nous suivent, ceux qui sont partout ailleurs dans le monde, devraient se dire, pour être quelqu'un d'intègre, pour être quelqu'un de digne, pour être quelqu'un de sérieux, pour être quelqu'un qui a le bon sens, il faudrait que l'Afrique puisse avoir sa monnaie pour se développer, pour se définir, pour parler égal à égal. Donc, la négociation dont vous parliez dans votre thématique, elle n'est pas possible dans ce sens qu'on parle de négociation lorsque les chances sont égales, hein, c'est-à-dire qu'on va sur la même table, la même puissance. Si les pays africains étaient puissamment économiques, elles iraient sur la même table avec les pays européens qui sont une puissance économique, même si c'est les richesses d'Afrique qui sont puisées. En ce moment, on peut faire une négociation, mais ici, là, vous voyez que tout est faussé dès le départ. Donc, la négociation n'est pas possible. Non, elle n'est pas possible. Tout ce qu'on doit faire, c'est se replier sur nous-mêmes et de dire, voilà, il faudrait que nous ayons notre monnaie. Avec notre monnaie, nous pouvons nous relancer. Alors, tout comme la CPI, il faut également sortir de la zone. Il faut sortir de la CPI. Voilà. Ça t'a répondu. Oui, déjà, je dois relever que je constate un certain nombre d'amalgames par rapport aux déclarations des uns et même des appelants. Ils confondent tout. Il n'y a pas plusieurs dieux. Je vais le dire et je vais toujours le marteler. Il y a un seul Dieu. Le panafricanisme
n'est pas le traditionnalisme. C'est l'échange que j'avais aujourd'hui avec le PDG d'Afrique Média. Il me dit qu'on l'appelle de par le monde, que certains panélistes viennent sur le plateau brailler que le panafricanisme c'est le traditionnalisme. Je dis c'est faux. Il y a un seul Dieu qui est incréé. À côté de ce Dieu-là, il y a le diable qui a multiplié ses chapelles. Et c'est là qu'on trouve tout. Je faisais une conférence l'autre jour avec des collègues spécialistes et nous avons démontré qu'il y a au moins 2 millions de sectes sur la terre au jour d'aujourd'hui. Quand on parle de rose, croix, franc-maçonnerie, c'est des choses que le diable est en train de promouvoir pour l'instant T. Voilà, il y a le jaïnisme qui était au XIe siècle, on ne parle plus de ça. Donc il y a des méthodes que... Donc quand les gens viennent, ils disent nos dieux et tout, c'est assez faux. Par rapport maintenant au problème de la monnaie, quand la question m'est posée, voyez un peu, Manuela Siki, qu'est-ce qui se passe en réalité quand il n'y a pas de sincérité dans une démarche. Le problème de la monnaie, vous avez vu l'autre jour, le président Gbagbo, qu'est-ce qu'il fait? Quand il est harcelé, il a créé une monnaie pour la Côte d'Ivoire. Les puissances impérialistes n'ont pas accepté que cette monnaie fonctionne. Et il est là où, vous savez aujourd'hui. Donc, moi je pense que j'étais récemment par 2 fois au Nigeria. Le Nigeria a sa monnaie. Ils n'ont pas de problème par rapport à ça. Donc il faut que chaque pays africain ait sa monnaie. C'est 14 ou bien 15 pays, plus l'île 6, c'est quoi là, qui est sous toujours le joug de la France. Il faudrait que ces pays-là soient libérés du franc des colonies françaises d'Afrique. C'est simple à comprendre. Il faudrait une monnaie. Il n'y a pas de négociation à faire. Les Hubert Kangan l'ont démonté depuis. On disait qu'ils étaient des aboyeurs. Moi, j'ai suivi à mon dos, et c'est même passé à Afrique Média, un économiste, je ne sais pas s'il est camerounais, mais il a fait une conférence à Paris. Il a démontré que les Africains n'ont aucun intérêt dans cette monnaie-là. Vous avez fait diffuser. Voilà. Que ça ne nous rapporte rien. Et il était soutenu par les Français. On a vu ça plus de 3 fois. C'est passé ici à Afrique Média. Donc c'est des choses simples. Nous sommes là pour éclairer la lanterne des Africains. Il faudrait que l'Afrique, vraiment, cherche ses propres repères. Ne pas compter sur les colons. Ce n'est pas possible qu'on fonctionne comme ça 50 ans après, et puis on pense qu'un jour on va atteindre l'émergence que les Sankara ont pensé 28 ans depuis. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui que certains disent émergence en 2022-2016. Les Sankara sont morts parce qu'ils ont pensé ça avant. Donc, il est question qu'on sorte de cette monnaie qui ne nous ramène véritablement pas de... Voilà, merci pasteur. Il est question qu'on sorte de cette monnaie. Oui, vous vouliez ajouter quelque chose? Je vais juste ajouter par rapport à la réaction de M. Sapin, dit que la zone France, voilà, le franc CFA, c'est une question dynamique et non historique. Disons que c'est un mensonge flagrant. Pourquoi? Parce que le franc CFA est pratiquement historique. Le franc CFA tire ses origines dans le nazisme monétaire qui a été implémenté en France par les nazis quand ils avaient occupé la France. Et ils ont copié cela, ils viennent implémenter ça en Afrique, dans la zone franc depuis des dizaines d'années. Ils parlent même du respect mutuel. Est-ce qu'il y a un respect mutuel? Est-ce que l'on peut parler qu'il y a un respect mutuel quand la France gère sa monnaie? Les Africains n'assistent pas au conseil d'administration. Les Africains n'y sont pas. Mais pour gérer le franc CFA, dans la zone franc, la France non seulement est au conseil d'administration, mais puis elle a même le droit de veto. Or, il faudrait que toutes les décisions soient prises à l'unanimité. Ça veut dire s'il y a une décision qui est prise contre sa volonté, elle applique son droit de veto. Et là, on ne peut pas prendre une décision contre elle. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un réel, qu'il y a un respect là? Je pense vraiment que c'est faux. Et je dis, ça, la grande catastrophe est après. C'est très urgent que les États africains qui sont membres du franc CFA puissent sortir de cette zone. Pourquoi? Parce que certains ont signé en catimini les APE, les accords de partenariat économique. Au Cameroun, par exemple, ça va être une grande catastrophe. Parce qu'à partir d'août, il faudrait que les APE commencent à être appliqués. Et si l'on applique les APE avec le franc CFA, en réalité, c'est écraser déjà la population qui est en train de vivoter. D'accord. Merci, M. Davaris Ngoudjou. On va prendre cet appel de Zefac depuis Montréal. Bonsoir. Vous votez puis vous contribuez. Oui, bonsoir Afrique Média. C'est Zefac depuis Montréal, au Canada. Je vote pour pour la présidente Idriss Déby, Madame Idriss Déby.
Je pense que c'est la seule pour laquelle les Africains devraient voter. Mais bon, ça c'est mon commentaire. Les sujets d'aujourd'hui sont très importants comme les sujets de toute la semaine. Et j'aimerais dire un grand merci à Afrique Média pour tous les efforts qui sont en train d'être faits. Nous avons des problèmes pour avoir le signal, mais je pense que ça s'améliore avec le temps. Merci beaucoup en plus pour les nouveaux infrastructures qui ont été mis en place. La sortie de la CPI et la sortie du franc CFA sont des sujets que nous avons déjà eus. Et nous vous remercions à nouveau, encore une fois de plus, de ramener ces sujets-là. Nous avons besoin de quitter pour pouvoir, de quitter ces institutions-là ou ces choses-là pour pouvoir jouir de notre liberté. Et comme disait quelqu'un que j'ai pas envie de citer ici, au contraire, nous avons besoin des hommes forts comme Idriss Déby, comme le président Obiang Nguema. Nous n'avons pas besoin d'institutions fortes au début. Ce sont des hommes qui font les institutions. Ce ne sont pas les institutions qui font les hommes. Les hommes sont un préalable aux institutions. Il le dit, il est président dans son coin, mais nous, Africains, nous savons, nous ne pouvons pas juste nous appuyer dessus parce que j'entends les Africains reprendre ce terme-là des institutions fortes. Nous avons d'abord besoin des hommes forts comme Mugabe, nous avons besoin des hommes forts comme Idriss Déby, nous avons besoin des hommes forts comme le président de la Guinée équatoriale. Les institutions viendront après. Et pour ça, les hommes forts que nous aurons vont nous permettre de quitter le franc CFA, de quitter la CPI. Oui, on a peur qu'après, il y aura des gens qui seront... il y aura des gens vont se balader impunément, mais non. Nous allons mettre en place aussi des structures pour pouvoir les juger. Donc, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Afrique Média, merci d'exister pour nous. Bonsoir. Bonsoir monsieur, merci également à vous pour votre appel. Demba Traoré nous appelle depuis le Mali. Bonsoir monsieur, vous votez puis vous contribuez. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur, vous êtes à l'antenne. Cette monnaie nazie nous tue complètement. Donc je vais recommencer en disant que je vote d'abord pour Madame Déby et ensuite je vais voter pour Madame Obiang Nguema Bazogo. Mais sinon, pour revenir au sujet qui nous préoccupait, je voulais tout simplement dire que nous devons sortir du franc CFA et d'une manière extrêmement simple. Parce que s'il faut aller dans les complications que va nous imposer la France, on va perdre du temps inutilement. Il suffit de créer l'imprimerie de la monnaie et une banque centrale et le tout est complètement joué. On ne peut pas vous empêcher de produire puisque l'État, c'est le droit, c'est l'État qui a la monnaie. C'est notre monnaie. Donc, à partir du moment où nous l'imprimons, à partir du moment où nous la fabriquons, personne ne peut contester cette monnaie. Et c'est là où nous pêchons en ce moment parce qu'on pense d'abord à aller négocier, tourner, etc. Ça, c'est du temps perdu inutilement. Je vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée également à vous, monsieur Demba Traoré. Donc, voilà, dimanche, Isaac, voilà, nous avons fait le tour de la question ici au plateau central. Je vous renvoie dans l'antenne là-bas de côté de N'Djamena. Alors, est-ce que N'Djamena nous reçoit pour également s'exprimer par rapport à cette seconde thématique? Qui sont gouvernés par le franc CFA. Nous parlons ici du BCC, du BCAO, de BEAC ou BEAC, comme on appelle. Est-ce que les pays africains sont prêts à aller vraiment d'abord à cette négociation entre pays? Parce qu'il s'agit ici de voir quel est le pays qui est en position de faiblesse en ce qui concerne les termes de ces échanges. Nous parlons aussi du PIB. Est-ce que franchement c'est pas le point saillant qui peut vraiment faire basculer cette bonne volonté d'aller à la négociation d'abord entre Africains et puis maintenant là où on se trouve, bon,
de la France en Afrique, mais il faut commencer quand même, va falloir commencer ici en Afrique, non, Maître Ganga? Je crois que la question du CFA est, à mon avis, l'histoire ancienne. Le franc CFA ne nous arrange à rien. Le franc CFA ne profite pas. Et dès lors que le Tchad vend son pétrole, l'argent qu'il reçoit du pétrole, l'argent est logé là-bas à Paris. Et c'est Paris qui décide qu'est-ce que tu dois faire avec ton argent. Et pourtant, quand Paris fait ses transactions, et Paris ne rend pas compte à Déby, ne rend pas compte à Niamey. Je vous dis sincèrement qu'il est très facile. D'ailleurs, cela a déjà commencé parce que je vais rentrer déjà utiliser mes derniers billes qui restent. Très facile pour que nous quittions le CFA, le franc CFA, qui en réalité ne nous profite pas. Mais toujours est-il que je suis méfiant. La question des relations ACP-Union européenne, c'est très fondamental et c'est sérieux. Dès lors que la France accepte de négocier, quand la question du franc CFA, ne vous laissez pas bercer. Si vous dites aujourd'hui que la France est prête à négocier sur la question du franc CFA, demandez-vous pourquoi. Et derrière ça, qu'est-ce que la France veut faire? Il est bien vrai. Et joue sur la faiblesse des pays africains. Exactement. Qui veulent bien. Maintenant, on va devoir prendre, la France va prendre des pays individuellement. Chaque souveraineté, chaque État va discuter avec la France. Et dès lors, la France va créer une désolidarité autour de la question de la négociation de la sortie des Français. Maintenant, quand certains pays vont se désolidariser, vous assisterez à une situation similaire à la mort de Kadhafi. Parce que celui-là a dit on ne veut plus des monnaies étrangères. Nous voulons créer une monnaie africaine. Il en est mort. On l'a égorgé. Je suis sûr aussi que Déby, si le se travaille bien, il va aussi subir le même sort. Écoutez, Gbagbo fait sa monnaie, Gbagbo est aujourd'hui où? Dans ce pays. Donc, je vous mets en garde. Sinon, faisons très attention. Sortons brutalement, oui. Les conséquences sont là, oui. Mais on a plus à gagner que de perdre. Nous avons eu la position claire et nette à partir de la fête de l'indépendance du Tchad. Hein. Le président de la République, Idriss Déby, il demande que l'Afrique est assez mature pour avoir sa propre monnaie. Et c'est une monnaie qui date, je le rappelle très bien, sous De Gaulle 1945. Est-ce que, M. Stéphane, vous trouvez vraiment que cette démarche est possible s'il y a la volonté? Eh bien, Isaac, vous l'avez si bien dit, le président de la République, lors de la commémoration de la 55e édition de la fête de l'indépendance du Tchad, c'était à Béché si je ne m'abuse, a déclaré qu'il est temps que l'Afrique ait sa propre monnaie. Et je crois qu'il n'est pas le premier à le dire. Comme Maître vient de le dire, d'autres l'ont dit avant lui, notamment Kadhafi, et la position du président libyen, tout le monde le sait. Lui, il prônait, et il a toujours prôné, l'unité de l'Afrique. Il a prôné le retrait de l'Afrique de ces instances européennes, je ne sais pas, occidentales d'une manière générale. Et voilà, il a payé le prix. Mais je crois que l'union fait la force, on a coutume de le dire. Je ne suis pas pour que chaque pays crée sa monnaie comme les uns l'ont dit tout à l'heure. Mais je suis plutôt pour que les Africains soient d'accord, s'accordent sur le principe de sortir de ces monnaies occidentales et créer leur propre monnaie. Et c'est possible si aujourd'hui les Africains prennent le retrait de l'Union africaine, de la CPI. Cela veut dire qu'il est aussi possible que les Africains se mettent ensemble, se retirent de ces instances-là et créent leur propre monnaie. Et la monnaie, c'est un symbole de puissance, c'est un symbole de domination.
Si l'Afrique, les 54 pays africains se mettent ensemble pour créer leur monnaie, je crois que aucun pays occidental ne peut faire quoi que ce soit. Si aujourd'hui, je donne l'exemple de la France, il y avait le franc CFA. Pourquoi ils ont abandonné? Le franc français, vous voulez dire? Non, je veux parler du franc français. Voilà, justement, la France a abandonné le franc français pour l'euro. Pourquoi? Si les Européens ont créé l'euro, pourquoi ils l'ont fait? Et pourquoi nous, on ne peut pas le faire au niveau de l'Afrique? Donc, il est temps simplement de dire merde et sortir comme Maître l'a dit, même brutalement. Il faut sortir brutalement, mais il va falloir aussi se faire violence en ce qui concerne les apports économiques de chaque pays. Et il va falloir travailler. Vous ne trouvez pas, Maître Gaga? C'est ce que je viens de dire. Les conséquences, ça, il y en a. Que nous le voulions ou non, il y en a. Mais mieux vaut ces conséquences que d'être sous le joug du colon. Je pense comme ça. Je pense qu'il vaut mieux être en train de souffrir pour enfin jouir que de souffrir éternellement. Quand vous devez être libre, nous savons qu'un jour, si nous décidons d'avoir notre propre monnaie, on va en souffrir pendant un temps. Mais mieux vaut cette souffrance qu'une souffrance éternelle. Vous voulez demander notre pendant je rappelle, je parlais de la désolidarité quelque part. Comment est-ce que le Cameroun vend sa banane au Japon? Là, j'interroge certaines personnes. Si ces personnes peuvent répondre. Or, on est dans un cadre ACP. Mais les intérêts des États diffèrent. Raison pour laquelle certains se sont désolidarisés en vendant leurs bananes parce qu'ils estimaient que la banane pourrait vite. Si elle doit retarder pour remplir certaines formalités, le Cameroun perdait. Je suis sûr aussi que ça sera le cas quand il sera question de quitter le CFA, de quitter l'Union africaine, de ce pays. C'est pourquoi il faudrait être fort. Il ne faudrait pas trahir ce que nous avons ensemble décidé. Ce n'est pas bien. C'est là que se pose le problème. Le problème, ce n'est pas ne pas pouvoir sortir. Le problème, c'est ne pas en souffrir. Non. Mais est-ce que c'est... Nous avons dit que nous allons quitter. Mais est-ce que nous voulons quitter? Si oui, quittons. Mais il y a quand même aussi ces colons-là qui travaillent à ce qu'on soit d'ailleurs dans ces genres de... C'est la raison pour laquelle quand je dis on va revenir négocier. Et vous voyez comme ça, on va dire on négocie. On négocie quoi? Vous pensez qu'ils vont négocier individuellement, souveraineté avec souveraineté? C'est dès lors que chaque État verra son intérêt en jeu, mais va se rétracter. C'est pourquoi il ne faudrait pas accepter des négociations. Nous voulons sortir. Nous ne voulons plus du CFA. Un point. Pourquoi on ne veut pas? Mais comment on ne veut pas aussi? Mais il faut quand même penser à aller économiquement fort pour pouvoir demain s'imposer. C'est pourquoi quand vous demandez à Déby en 12 mois de vous sortir l'Afrique de la CPI et puis du franc CFA, c'est compliqué. Parce que ces mêmes personnes vont devoir lui-même mettre des personnes dans le roue. Et le temps est trop court. Le temps est court. Tout de même, le temps est court pour ce débat, M. Stéphane Banoutine. Je crois qu'il y a certains chefs d'État africains qui se sont toujours distingués et qui continuent parce que d'autres s'ajoutent. Et je crois justement que ces gens-là prennent déjà, de par les leçons apprises, les expériences acquises, ils sont mûrs. Quelqu'un a cité parmi les panélistes, le président équato-guinéen Théodore Obiang-Nguema, aussi Robert Mugabe et le martyr Gatati, bien d'autres avant eux. Je veux nommer Sankara, Lumumba, même s'il n'a pas été président de la République, il est un héros aujourd'hui pour l'Afrique. Tout ce monde-là, si aujourd'hui, ces gens commencent à dire merde, et si les autres également suivent leur pas, si on décide de cesser cesser la trahison, parce que c'est aussi ça le problème.
Négocier, quand ils vont prendre, ces gens-là sont très rusés, hein, les Occidentaux sont très rusés. Quand on acceptera d'aller à la négociation, je crois que c'est choisir d'accepter à sa perte parce que ça ne va pas marcher. Donc il y a pas aurait dit que nous sommes partis nous faire assassiner individuellement. Ben justement. Mais qu'est-ce qui manque à l'Afrique? Nous n'avons rien à attendre de l'Europe ou bien des États-Unis. Nous avons tout en Afrique. Au temps de nos ancêtres, c'était par le système de troc. Il n'y avait pas la monnaie. Même si on peut appeler ça la monnaie justement. Parce que, oui, on peut appeler ça la monnaie parce que ça nous servait déjà d'échanger, d'avoir ce que nous voulons. Et je crois qu'avec cette intelligence que les Africains ont aujourd'hui, qu'est-ce qui peut nous empêcher de créer notre propre monnaie, de lui donner toutes les valeurs possibles et de nous imposer aux Occidentaux? Tout est possible. Donc la tendance qu'il faut encourager, c'est le retrait des monnaies occidentales. Nous allons encourager le retrait de l'Afrique de la CPI, nous allons encourager la sortie de l'Afrique du franc CFA, mais il faut que les économistes africains y travaillent et c'est justement la balle qui est dans leur camp et également c'est la position que Douala a adoptée et nous pensons bien que ici les panélistes sont tous d'accord que c'est une monnaie, il est dit historique mais peut-être impérialiste aussi. Qui ne nous arrange pas, oui. Merci bien. Voilà. Merci Dimanche Isaac, merci également à tous vos invités là-bas. On va donc refermer cette seconde thématique et passer à la dernière question de la soirée. Bien Malaki, Sassou porte plainte contre X en France. Voilà donc la dernière thématique de cette soirée. On sait que le président Sassou Nguesso a porté plainte en France. Il est visé depuis 2009 par cette enquête sur son patrimoine, selon les termes contenus dans la plainte déposée par Transparency International. Le président congolais est soupçonné d'avoir détourné à son profit et au profit de sa famille et de son clan une partie de la rente pétrolière de son pays. Je vais donc me tourner vers mes invités, Monsieur François Béot. Donc, Sassou Nguesso, on sait qu'il avait été, comme on l'a dit plus haut, accusé par Transparency International. À ses côtés, quand même, il y avait le défunt président Omar Bongo du Gabon. Il y a également Obiangema de la Guinée équatoriale ou encore l'ex-président de la Centrafrique, François Bozizé. Donc avant peut-être de rentrer dans le vif du sujet, le fait pour moi quand même de citer ces présidents qui ont été accusés par cette même ONG me donne quand même un goût amer comme une seconde CPI parce que il est quand même très rare pour cette ONG de parler de bien mal acquis des Occidentaux en Afrique. Là, on se retrouve dans des accusations qui visent le plus souvent, en tout cas, les chefs d'État africains. Oui, Manuel a parlé plutôt des dirigeants africains, comme j'ai coutume à le dire, ils ne sont pas chefs d'État, ils sont des dirigeants. Bon, dans ce lot de dirigeants que vous avez si bien cité, je souhaiterais que vous puissiez extirper le président Obiang, parce que lui encore, il a cet honneur d'être appelé chef d'État. Donc le reste, c'est ceux qui sont là au service de l'Occident. Alors, vous savez très bien comment Obiang est arrivé au pouvoir, Sassou Nguesso est arrivé au pouvoir. Il est parti, il est allé vivre son exil en France, on l'a armé, il est venu tuer les Congolais. Bon, tout ça c'est Rebka, et il a puisé beaucoup d'argent là-dedans et qui l'a aidé à puiser cet argent, c'est ses amis occidentaux. Alors si c'est eux qui nous disent qu'il a le bien mal acquis, je pense qu'il y a quelque chose qui se passe entre... Qu'est-ce que ça peut être donc justement? Ben justement, peut-être que le dirigeant Sassou a compris qu'avec l'éveil de la jeune génération africaine, il pense qu'il ne devrait pas rester à la traîne.
il faut bien que de temps en temps, qu'il dise non à ses maîtres. Alors, quand vous dites non à votre maître d'hier, le gars, il cherche les pistes pour vous attraper, comme un piège tendu dans une forêt pour attraper un petit rat. Donc, c'est de ça dont il est question, Manuela Siquet. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous pensez de cette plainte-là, déposée par Denis Sassou? Ben, la plainte n'ira nulle part. C'est juste une plainte amusante qui amuse la galerie. Il porte plainte contre X, mais qu'ils disent qu'il porte plainte contre ses amis qui lui ont donné la latitude d'avoir ces milliards en tuant, parce que je dis, j'assume mes propos, en tuant les milliers de Congolais pour reprendre le pouvoir. Donc, alors, ces biens viennent d'où? C'est les biens, c'est la firme LCREPCA qui a donné ces biens en contrepartie de quelque chose. Donc, si le dirigeant Sassou Nguesso aujourd'hui porte plainte contre X, mais qu'ils disent que je porte plainte contre mes amis d'hier qui m'ont amené au pouvoir à Brazzaville. Donc c'est de ça dont il est question. D'accord. Est-ce que vous pensez donc comme certains qu'il s'agit là d'une diversion? En tout cas, comme on dit souvent, la meilleure défense c'est l'attaque. Oui, c'est une diversion. Je crois que c'est une diversion. C'est pour ça que je vous ai dit tantôt d'estiper le président Obiangema, de laisser dans le même panier le feu Bongo, Sassou Nguesso et puis vous avez le dirigeant centrafricain, oui. qui est Bozizé. Oui, laissez-les dans ce panier-là, c'est les serviteurs de l'Occident. Quand vous attendez parler, on dirait que c'est une guerre entre amis en tout cas. Oui, c'est une guerre entre amis. Une guerre entre amis, pasteur Paul Fondy. Déjà, vous allez peut-être me permettre de développer un peu ce que j'explique souvent. Être grand ne signifie pas qu'on mesure 3 mètres de long. Être grand ne voudrait pas dire qu'on a 6 mètres de long également, comme certains démons, ou même plus encore. Et être grand, ce n'est pas avoir 100 ans. Parce qu'on peut avoir 100 ans, on aurait pris de l'âge, on aurait vieilli, mais sans être grand. Maintenant, quand il s'agit de M. Sassou Nguesso, est-ce que M. Sassou Nguesso, parce que être grand, c'est avoir la capacité de décoder les codes qui sont existentiels sur la planète Terre. Il y a des codes. Il faut les décoder. Et quand tu parviens à les décoder, alors là tu es grand. Est-ce que M. Sassou Nguesso a la prétention de pouvoir décoder tous ces codes? Dans un premier temps, j'étais très content de cet homme. Quand il avait, comme on parle toujours d'alternance et tout, il était parti, comme disait, parce qu'on ne peut pas en tant que panafricaniste condamner ce qui se passe en Côte d'Ivoire et applaudir ce qui s'était passé au Congo. C'est assez faux, ça veut dire que nous ne sommes pas cohérents. Quand M. Sassou Nguesso revient au pouvoir de cette manière, nous, en tant que panafricanistes, nous avons des questions. Qu'est-ce qu'on attend de lui après que la France les rétablit? Parce qu'on a vu des militaires français avec des mitraillettes en train de tuer les Congolais comme disait. Donc, quand on va parler de cette cour qui est... Mais on ne sait pas un jour. Si. C'est pour ça que des gens comme ça veulent toujours rester longtemps au pouvoir. Parce qu'il y a des choses qu'ils ne pourront pas gérer s'ils laissent ce fauteuil. Directement, il aura un procès comme Compaoré, qu'on aura trompé. Parce qu'on les trompe. J'étais avec la femme de Sankara cet après-midi. Nous avons échangé longuement. Vous allez voir ces images. Donc, vous voyez à suffisance que ces hommes, soit ils sont trompés pour venir agir de la manière où ils ont agi. Parce qu'avant, on a applaudi cet homme. On l'a applaudi. Mais quand il est venu de la manière où il est venu, vraiment, un bon Africain qui pense le devenir de l'Afrique ne peut pas l'adouber. Pas du tout. Ça, je mettrai quiconque au défi. Donc, on est ici dans une situation où il n'a pas réussi à décoder les derniers codes. Il est revenu brutalement, comme un despote, et cela pose un problème. Un problème de l'africanité. On n'est pas là pour parler de tradition, mais de l'africanité. Parce que les pères fondateurs du panafricanisme, comme les Kwame Nkrumah, qu'on a lu un peu, ils n'ont pas d'idée
de tuer les autres. Le panafricanisme, ce n'est pas le battre en guerre. Je suis désolé que certains pensent ça. C'est de ne pas tuer les autres pour être. Non. C'est avoir la capacité intellectuelle d'abord d'humaniser le prochain et de penser le bien du prochain et de réclamer également ton propre bien. C'est ça. Donc, nous sommes déçus que... moi, je ne peux même pas parler de... C'est une distraction. C'est une plainte qui n'ira nulle part. Comme les autres, c'est juste une diversion. Ça ne donnera rien. C'est comme ça. D'accord. Je vous pense également qu'il s'agit là d'une diversion, une plainte qui ne va pas aboutir. Vous savez, Manuela, dans les méthodologies scientifiques, l'on analyse tout fait dans un contexte précis. C'est la seule variable qui permet d'arriver à un résultat digne de ce nom, sans motivation aucune. Ça veut dire quoi? Si vous avez un bébé ou un enfant chez vous qui a cassé un verre, la prochaine fois que vous attendrez qu'un verre est cassé, ne dites pas forcément que c'est lui qui a cassé, parce qu'il en avait déjà cassé. Les choses doivent être analysées dans le contexte. Si nous rentrons dans le contexte de la plainte de Sassou Nguesso, la plainte est diligentée contre X. Mais X, dans cette affaire, il est opposé à Transparency International. Deux faits peuvent être soulignés. On a beaucoup parlé de la CPI tout à l'heure. N'oublions pas que Transparency International est parmi les ONG qui ont milité pendant longtemps pour que l'on mette en place la CPI. Et qui, de nos jours, pour être jugé à la CPI, vous devez faire la campagne, certes aux nations, certes aux États, mais aussi à un certain nombre d'ONG, parmi lesquelles Transparency International. Donc, ce sont les officines utilisées par l'impérialisme pour atteindre un certain nombre d'objectifs. Quand on dit cela, on traverse. Quel est l'objet de la plainte de Sassou Nguesso, sans pour autant être son fan? La plainte est pour tentative d'escroquerie. Et ça nous ramène à une affaire très récente, par rapport au livre de Pierre Péan, Nouvelle affaire africaine, où il était question que Pierre Péan aurait envoyé le franco-libanais Tshisekedi négocier avec le pouvoir à Libreville au Gabon pour extorquer à Ali Ben Bongo la somme de 10 millions d'euros pour qu'il laisse la part, pour qu'il abandonne, pour qu'il n'y ait pas l'apparition de ce livre. Un peu plus de 6 milliards de francs CFA. C'était de l'escroquerie, bien organisée. Pour dire qu'en termes simples, dans cette affaire précise, la plainte de Sassou Nguesso, que je ne supporte pas forcément, ne doit pas aboutir, mais c'est important. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est important. N'oublions pas qu'en fait, Sassou n'est pas le seul dans cette et on ne peut pas décarcasser, on ne peut pas diviser, on ne peut pas faire une scission. Le président Obiang est aussi accusé dans cette même affaire. Le président, même le président Kamona a été saisi d'une manière ou d'une autre dans cette affaire. Le président Bozizé, Ali Ben Bongo actuellement est aussi accusé. Et ça devrait être un exemple pour les leaders africains. Ne vous laissez pas tirer dans la bouche. Ce n'est pas la solution. Mais il faut démontrer à ces personnes qu'on peut aussi répliquer. Une plainte, ça ne se paye pas. Ce n'est pas difficile de le faire. Mais on peut leur démontrer que vous n'avez pas raison. Et on peut les poursuivre. Même si on sait qu'on n'aura pas le résultat. On peut aller peut-être dans le même sens que vous. D'ailleurs, l'avocate de Denis Sassou Nguesso a affirmé que si la plainte aboutit, elle fera tomber en tout cas l'intégralité justement des dossiers concernant les autres chefs d'État africains. Alors, finalement, est-ce qu'il faudrait soutenir cette plainte? Non, il faut continuer. Pourquoi, Manuela? Vous ne pouvez pas être dans une situation de victime. Le bourreau est en train de vous rouer des coups. Quand vous avez la possibilité, même de le griffer, vous dites non. De toute façon, même si je le griffe, ça ne va rien faire. C'est pas comme ça. On ne va pas dans un combat en défaitiste. On va dans un combat pour le gagner. Dans tous les cas, pour ceux qui sont chrétiens, ils connaissent bien le combat de Goliath et David. David était jeune, il était petit, il n'avait peut-être pas tous les atouts. Mais il est allé avec la conviction de gagner et il a gagné. Mais quand on dit cela, il faut oublier, la solution n'est pas la plainte. La vraie solution, c'est se poser la question. Est-ce que c'est judicieux? Est-ce que c'est sage que les leaders africains prennent l'argent du contribuable, même s'ils ont acquis c'est bien, parce que ça soit par exemple fait plus de 30 ans au pouvoir. Donc nous pouvons dire qu'il peut avoir beaucoup de richesses de nos jours. Mais est-ce que c'est sage
de laisser le continent africain sous-développé, de laisser la population dans la famille, de prendre l'argent, aller investir en Europe, aller acheter des villas en Europe, aller acheter des véhicules, quand le besoin est sur son continent. Nous pensons que même si le bien n'est pas mal acquis, même si le bien a été bien acquis, honnêtement acquis, ce n'est pas sage de laisser vos enfants à la maison qui n'ont rien à manger et d'aller donner à manger dans un autre quartier aux enfants des inconnus. Pourquoi? Parce que quand vous achetez une villa ou un château en France, ce château doit être entretenu. Il y aura le jardin. C'est un jardinier qui est français, c'est un cuisinier qui est français, etc., etc., etc. Vous payez les impôts en France, pendant que dans votre propre nation, l'on n'a pas une cuisine, l'on n'a pas une salle de classe, l'on n'a pas un hôpital. C'est pourquoi je pense, on n'a pas de route. C'est pourquoi je pense, Manuela, que la solution serait que ces chefs d'État, l'argent qu'ils ont acquis, que ce soit honnêtement ou malhonnêtement, prennent les dispositions pour investir en Afrique avec. Nous avons besoin de cela. S'ils le faisaient, ils viendraient à l'arracher. Pourquoi? Parce que tout a démontré. La famille Sassou, la famille Sani Abacha, etc., etc. Quand les chefs d'État ne sont pas là, les Européens ne vous remettent rien. Ils vous disent, apportez-nous le justificatif. Montrez-nous quand vous avez travaillé cet argent. Mais quand vous savez déjà, d'ailleurs que de votre vivant, ils discutent vos biens. Pensez-vous que c'est quand vous allez être mort qui vont donner à vos enfants? La saïd, ce serait de faire revenir ces biens chez vous. Ou alors de ne plus tomber dans le piège de prendre l'argent de la population, d'aller investir chez le colon. D'accord, merci à vous, M. Daver. Jean de Dia ici, qu'est-ce que vous pensez de cette plainte de Denis Sassou Nguesso, une plainte qui a été déposée en France? Avant de parler de la plainte, je regrette déplorer le fait que beaucoup d'Africains, nous sommes ridicules. Nous sommes ridicules et j'ajoute que la gesticulation n'est pas signe de vitalité. Je suis d'accord avec le frère Tavares qui m'oblige à aller citer Frantz Fanon, qui faisait observer que les Noirs ont été traumatisés par l'esclavagisme et la colonisation, si bien qu'ils sont frappés par trois complexes. Le complexe de dépendance, le complexe de médiocrité et le complexe d'infériorité. Si vous rentrez même au très fond de mon village, vous allez trouver l'oncle qui a souffert pour avoir un peu d'argent du cacao. Quand il en a, il va vous dire que je mange comme un blanc, je parle comme un blanc. Et vous allez dans nos lycées, vous allez rencontrer les nôtres. Les enfants disent, ils whiteisent, c'est-à-dire ils parlent comme un white. Si je vous appelle Sike, parfois vous ne vous reconnaissez pas facilement. Il faut que je vous appelle par le prénom qui est blanc, Manuela. Vous voyez, vous y trouvez l'amour. C'est des choses très importantes. C'est des choses qui nous traumatisent. Un adulte, un homme mûr, qui a l'autorité de l'âge, l'autorité de l'expérience, comme Sassou Nguesso, n'a pas besoin d'aller porter plainte en France. Ça soit aller porter plainte en France. Les patrons de Sassou Nguesso sont en France. Alors peut-être parce que c'est la reconnaissance de la légitimité supérieure de France. Peut-être parce que la plainte contre Denis Sassou Nguesso avait été déposée. Manuel a cité. Sassou Nguesso a-t-il besoin d'aller répondre à la plainte de Transparency International en France? Nous sommes ridicules. Nous sommes ridicules. Moi, je vous dis qu'il faut donner à nos enfants les nouvelles références. C'est pour ça que je parle au quotidien au cœur de l'Afrique centrale. Je voudrais qu'on construise des grands hôpitaux à Ebomzout pour que notre élite ne se soigne pas. Je suis allé en Guinée équatoriale, dans un village qu'on appelle Malabo. On m'a raconté que la grand-mère d'Obama est venue se soigner dans un hôpital de Malabo. Mais c'est une référence. Cessez de nous faire croire que Paris, Washington, Londres, c'est là-bas qu'il faut aller porter plainte. C'est là-bas qu'il faut aller se soigner. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Sinon, ce qu'on fait là est inutile.
Moi, je suis en train de rêver des générations qui pourraient refuser d'aller s'aligner dans une ambassade pour dire que je veux le visa de l'ambassade de Paris. Pour aller dans mon village en Dorela, il n'y a pas de visa qui tienne. Il n'y a pas de visa qui tienne. Vous voulez aller à pied, vous arriverez, même dans 20 jours. Mais ce que nous vivons, c'est du délire intellectuel. C'est l'extraordinaire marécage cérébral. Il n'y a qu'un chef d'État d'Afrique centrale. Il va répondre à la plainte des acteurs secondaires. Parce que Transparency International, en diplomatie, c'est des acteurs secondaires. Et l'acteur principal, l'acteur étatique, qui est la prééminence institutionnelle et diplomatique d'un pays, est parti porter plainte. Et vous en faites un thème de débat, c'est-à-dire que les adultes, voilà un pasteur, voilà les adultes, on s'assoit, on va examiner. Sassou Nguesso est parti porter plainte en France. Moi, je trouve ça grave. Je trouve ça ridicule. C'est aussi important. Les Africains doivent faire les biens mal acquis. Et vous voyez la formule, c'est la fuite en avant. Il faut rappeler que pour que M. Sassou Nguesso se représente à l'élection présidentielle dernièrement, il fallait qu'il aille acheter la légitimité internationale en France. Et ça a été, on peut le féliciter. Quand Sassou se lève aujourd'hui pour aller porter plainte contre X, qui s'appelle X, Sassou Nguesso, président de la République, ignore qui? Il ignore qui est voleur des biens d'Afrique. Il ignore qui détient les comptes d'opération de l'Afrique. Il ignore que qui détient, qui vient dépouiller le sous-sol africain. Il les ignore. Moi, je ne les ignore pas. Il faut avoir le courage. Si vous n'avez pas ce courage, vous vous taisez. Vous restez stoïque. Ne me dites pas que vous ne connaissez pas qui a volé le pétrole camerounais, qui a volé la monnaie, l'économie africaine. Vous ne pouvez pas nous dire ça. Qui a égorgé Muammar Kadhafi, le vol des êtres humains. Parce que parmi les biens mal acquis, il faut comptabiliser les êtres humains. Les ressources humaines ont été volées depuis le 16 juin 1452. Nous connaissons, si Sassou Nguesso ne connaît pas X, un des X, j'ai lu le nom de Tommaso Parentusselli. Il est le 209e pape de l'église catholique romaine. Alors, il porte plainte à l'église catholique romaine qui avait organisé l'esclavagisme et on a volé les humains. Si M. Sassou Nguesso ne sait pas qui a volé les comptes d'opération des pays d'Afrique, 14 pays, je lui dis que c'est la France et c'est dans la trésorerie française. M. Sassou Nguesso parle de quoi? De X? Non, ne m'appelez plus tout ça. Merci. Merci à vous, Jean de Jaï. On va prendre un appel de M. Bamba Sissoko depuis la Libye. Bonsoir, monsieur, vous votez puis vous contribuez. Tu as comblé Manu. Oui, allô? Faut dormir quand même. Oui, bonsoir. Oui, bon, je voudrais intervenir au sujet de cette plainte-là. Bon, en fait, ce n'est qu'une comédie seulement, madame. Quand on regarde actuellement ce que nos chefs d'État font là, regarde-moi, je vais vous dire, moi je vis ici en Tripoli, la capitale de la Libye, ça vaut 10 ans maintenant. Nos chefs d'État sont les sous-préfets de l'Occident. Quand on imagine maintenant la manière dont Kadhafi a été assassiné ici en Libye, en voyant leurs médias, en regardant leur système de gouvernance, chez nous en Afrique, vraiment, c'est à nous de la jeunesse qui devrait se lever, ouvrir les yeux et faire quelque chose pour s'en sortir à cette chaos-là. L'ordre mondial a mis l'Afrique en danger. Parce que quand on imagine la crise économique en Europe actuellement, d'où sort leur argent? Ils nous exploitent. Ils nous exploitent. Ils viennent piller nos ressources pour aller alimenter leur économie. Et cette alimentation-là, il faut qu'ils mettent un système en place en Afrique pour pouvoir travailler ça.
Et pour mettre ce système-là, ils font quoi? Ils amènent leur, comme on le dit, leur canton. L'Afrique, c'est devenu un canton de l'Occident. Ils mettent leur préfet en place, ils travaillent avec eux. Mais quand ils s'opposent à leur opinion, on t'assassine ou on te fait quitter au pouvoir. C'est ça leur système seulement. Regarde-moi la manière dont Kadhafi a été assassiné en Libye. À leur médias mensonges, parfois on dit que Kadhafi a bombardé sa population en avion. Moi-même j'étais là. Je prends mon véhicule, je vais là-bas. Je ne vois rien du tout. Je regarde des enfants jouer ou dans les carrés partout dans le monde. Mais il dit qu'il est en train de bombarder sa population. Voilà, merci. Merci, monsieur, pour votre appel depuis la Libye. On va rester là-bas de côté de la Libye, toujours. Et prendre Adama Dia. Bonsoir. Vous votez puis vous contribuez. Oui, bonsoir, cher Pandis. Je vote pour Enda Déby. Je voterai pour toutes les dames sauf la fille. Alors, donc, pour ce qui concerne la tricherie de cette race blanche-là, ils ne font que nous endormir. Mes frères, écoutez, d'abord, pour commencer, le franc CFA. Pourquoi on parle de la valeur monétaire? C'est parce qu'on a des ressources matières premières. Nous, Afrique, on a nos matières premières. Même si nous ne vendons pas des feuilles d'arachide, des feuilles de bananier, ça nous a été nous, au moins, sans que ce soit le dollar ou l'euro ou je ne sais pas, le yen, etc. Donc, en revenant pour ce qui est Sassou Nguesso, un vieillard, un pâturage comme lui, actuellement, à nos instances, il devrait se cantonner sur les bibliothèques en train de copier sa mémoire, de laisser le pouvoir. C'est comme si on l'entendait à la CPI, là où on est en train de radicaliser les pauvres Africains. Écoutez, là, le franc CFA, il n'y a pas de question de négocier. On ne sait pas. Nous avons les matières premières. Nous les vendrons même s'il serait des feuilles d'orosier. Nous les vendrons, nos matières premières, mais pas de négocier avec le franc CFA. Je vous remercie. Merci également à vous, M. Adama Dia. Diabal, depuis la Malaisie, nous appelle. Bonsoir. Vous votez et puis vous contribuez. Oui, bonsoir à tous les panélistes. Je vote toute cette âme. Moi, je pense que la première des choses, il faut d'abord qu'on sorte de la CPI. On a notre cours. Après aussi, nous ayons notre monnaie. Et je pense que les premières bases sont déjà là. C'est-à-dire, il manque seulement que chaque État doit avoir sa monnaie. Ça va nous permettre de faire les échanges. Parce que quand je vois comparativement ici à l'Asie, chaque pays asiatique ont leur monnaie. Parce qu'on ne peut pas s'aventurer rapidement pour dire qu'il nous faut une seule monnaie. Alors, c'est à partir de chaque monnaie que chaque État auront, ils doivent se faire confiance afin qu'il y ait libre échange, même dans le commerce. Bon, quand je reviens sur M. Sassou, c'est bien beau d'apprendre la mathématique, comme c'était, j'ai vu qu'on nous amène au Cameroun. Tu ne peux pas apprendre la mathématique sans apprendre la physique. Et tu peux apprendre la physique sans... Parce qu'avec la physique, ça va nous permettre de créer nos armes aussi, et même des projectiles. On ne peut pas aussi apprendre la physique sans la chimie. Donc ce que Sassou Nguesso pense, qui nous amène une équation à une inconnue, c'est qu'il s'embrouille seul. Hein? Il passe seulement le reste d'argent qui lui reste là-bas, qui récupère ça, qui donne l'électricité, l'eau, le gaz à sa population. Donc il arrête sa comédie. Ce n'est pas derrière ça qui va nous embrouiller le cerveau. Donc, que le Seigneur vous garde. Merci monsieur, merci Diamal pour votre appel depuis la Malaisie. Nous à Sadio, on va donc conclure cette thématique avec vous. Votre avis sur cette plainte déposée par Denis Sassou Nguesso contre X? Manuel Asike, monsieur Aïssi a vraiment conclu ce débat. Pour nous amener ici,
C'est bien. Je m'excuse. Monsieur Nguesso, contrairement à mes habitudes, je vais le défendre aujourd'hui. Pour sa plainte, mais malheureusement, il n'a pas beaucoup compris. Quand il prend 3 milliards de nos francs pour aller arroser. On vous laisse un peu le temps de se faire à Sadio. D'accord. C'est fini. Quand il prend 3 milliards, il organise un anniversaire en France. C'est très grave. On a dit ça ici. Quand M. Sassou crée une radio, une télé, parce que ce qu'Afrique Média dit, peut-être ne l'arrange pas. Quand en Afrique même, certaines télés nous font la guerre pour croire que nous sommes des hableurs. Voilà l'Afrique. Et ici a tout dit ça dans sa thèse. Ces gens n'ont jamais compris que nous sommes l'ennemi de personne. Comment veux-tu que M. Sassou Nguesso porte plainte parce qu'il leur donne du crédit? Il leur donne du crédit parce que on a toujours dit ici à Afrique Média que l'argent là sert à l'Afrique. L'Afrique n'a pas de dispensaire dans les coins reculés. Et s'il y a un dispensaire, ceux qui vont mettre ce dispensaire parce qu'ils sont parents à des gens qui ne sont même pas nombreux. Là où ils doivent mettre ça, ils ne mettront jamais ça là-bas. Quelqu'un m'a intéressé à un débat quelconque comme ça. Sassou Nguesso porte plainte. J'appuie sa plainte. Pourquoi je l'appuie? Ça veut dire que il faut que nous aussi on fasse ce débat. Mais on ne devait même pas en arriver là. Parce que Kouchner, regardez Kouchner. Il fuit le Parti Socialiste pour aller s'accrocher à Sarkozy. Avec Sarkozy. Il gouverne. On les chasse, il s'en va en Guinée s'asseoir. Il dit qu'Alpha Condé, c'est son frère jumeau. Est-ce que vous trouvez ça réel? Son frère jumeau. Bourgi vient, Tony Blair vient, et un autre que j'oublie toujours, qui était directeur de la campagne économique de Ségolène Royal, les rejoint. Lui-même, il a épousé une Tunisienne. Voilà une bande qui nous infantilise, comme dit M. Haïssi. Donc, si vous n'êtes pas capable de réflexion pour dire que c'est mon peuple qui m'a mis là, vous allez tripatouiller les élections. Vous allez tripatouiller beaucoup de choses. Vous savez, les Sassou sont venus avec Mariam Gouabi, un gentleman, un bon garçon. Yopi Opango, ils étaient une bande de militaires. C'est lui qui est resté. C'est lui, hein. Il est parti, il est venu. Il a même enfermé les gens, comme il s'appelait Ndjourou, hein, c'est Ndjourou. Ils sont en prison. Vous voyez, c'est comme ça, c'est pas facile de laisser le pouvoir. Mais là, avec sa plainte là, malheureusement, Haïti, on va l'aider à dire aux gens que il a raison lui aussi de porter plainte contre ceux qui lui ont porté plainte. Pour leur montrer que je ne suis pas là pour que vous nous manipulez. C'est eux qui ont favorisé ces histoires en Afrique. Ça se est en train de créer une télé. Sa télé là va le défendre. D'accord. Voilà, merci Noah Sadio. Nous avons donc terminé avec cette thématique ici. Bien Malaki Sassou qui porte plainte contre X en France. On va permettre également à N'Djamena de conclure avec ce thème. Voilà. Dimanche, Isaac, vous avez l'antenne. Manuela, c'est une question qui est certainement partagée avec celle de Douala, mais tout de même, il y a des contributions très particulières et nous voulons d'abord demander l'avis de Maître Ganga Bonaventure, c'est quand même ce qui est de votre domaine. C'est une affaire qui est depuis 2007-2009, mais c'est aujourd'hui que Sassou porte plainte. Sassou devait avoir honte. Pourquoi Sassou porte plainte? Pour qui Sassou porte plainte? Qui est Transparency International? Non, mais il a dit contre maintenant, pour que Sassou puisse donner de l'argent
à François Hollande pour la campagne électorale. Il faut maintenant l'acculer pour les biens mal acquis, la pression. Maintenant, pour que ça soulève un peu son image, il faut lui aussi qu'il porte aussi plainte. Dans tous les cas de figure. Il finira par donner ces milliards-là à Hollande, qui va aller battre campagne. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? Sassou a volé le peuple congolais. Pour faire du bien en France. Sassou aurait pu construire ou acheter des immeubles en Afrique. Et on aurait perçu des redevances sur les immeubles. Ça, c'est aussi une évasion fiscale en dehors du vol. Ben, on parle d'un appartement luxueux à Courbevoie, en haut des Seines, qui appartient au couple Sassou. C'est beaucoup d'argent. Et également une villa de 500 000. C'est beaucoup d'argent. Même réflexionner sur le plan la villa de son oncle ou son cousin, ça fait des dizaines de millions de francs CFA. C'est pas normal. Il faudrait aussi que nous disions à Théodore Obiangema, lui aussi il a volé le peuple guinéen. Lui aussi il est coupable d'évasion fiscale. Parce que les impôts prélevés sur les maisons, les immeubles là-bas sont perçus par la France. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas parce que vous nous aidez quelque part, ce n'est pas parce que vous nous épaulez quelque part qu'on ne doit pas dire ce que vous faites. Vous volez vos peuples qui n'ont, comme certains l'ont dit, n'ont pas d'hôpitaux, ils n'ont pas d'école, ils mangent très mal. Et vous les volez, et quand on vous demande de rendre compte, ben ce n'est pas nous qui vous avons demandé de rendre compte, ce sont ceux qui vont aider à voler, qui vont demander, donne-nous encore, et comme vous recevez des données, bon, ils vous font là, ils vous font la pression. Ce qui est là, Nguesso doit devenir simplement, et comme Théodore Obiangema, lui aussi, simplement, on dit qu'il faut avouer à moitié pendant. Et ils auraient simplement emboîté les pas Ali Bongo, faisant quelques gestes, on aurait pu comprendre. Il tient mort de qui? On a demandé qu'il négocie, ça veut dire quoi? Je n'ai pas dit qu'il négocie. Pourquoi ne pas vendre des meubles, envoyer de l'argent dans les comptes, ou bien ici en Guinée, ou bien au Congo? Pourquoi pas? Bon. Ils ont volé, ils ont pillé le peuple. Ils sont malhonnêtes. Ils doivent restituer ces biens au peuple. Peu importe les plaintes ou les guerres qui existent entre eux et leurs complices occidentaux ou bien Hollande. Monsieur Stéphane, il y a réellement un problème, c'est celui d'avoir, selon Maître Ganga, c'est celui d'avoir investi ailleurs que d'investir chez soi. Si pour Obiangema, il a quand même investi chez lui en Guinée équatoriale, et vous, quelle est vraiment votre perception de la chose? Ben, moi, comment ça a duré, et c'est maintenant qu'il porte plainte, et c'est contre X. Comme l'a dit Maître, je crois que c'est le président Sassou Nguesso est en train de tourner en rond. Peut-être qu'il ne se comprend pas. Lui-même, il ne comprend pas ce qu'il fait. Moi, je crois que ça ne sert à rien de revenir sur ce que nos amis du Cameroun ont si bien développé. Oui. Il est temps peut-être, il n'est jamais trop tard de bien faire, hein. Il est temps pour tous ces chefs d'État qui ont investi, qui ont volé leur peuple pour aller investir chez les Blancs, de vendre tout ce qu'ils ont construit là-bas et de rapatrier les fonds. L'Afrique en a besoin. L'Afrique en a besoin si nous parlons de l'unité de l'Afrique. Je crois qu'il va falloir également se tendre la main. Ceux qui en ont assez n'ont qu'à partager cela avec ceux qui n'en ont pas. Ça, c'est également quelque chose qui est possible. Et autre chose, c'est que, quelqu'un l'a dit également, nous aurons à beaucoup gagner si seulement on pensait plutôt à construire des hôpitaux partout dans les coins et recoins de nos pays. Nous aurons aussi à gagner si nous faisons la promotion de l'éducation. Il faut construire des écoles. On en a besoin parce que la formation, investir dans les ressources humaines, investir dans l'homme, je crois que c'est ce qui peut aider l'Afrique à se développer. Nous aurons également à gagner si nous pensons à faire la promotion de l'agriculture, de l'élevage, qui sont par exemple au Tchad les deux principales mamelles de l'économie tchadienne. Et je crois que c'est la même chose pour beaucoup de pays d'Afrique. Et ces pays, ces présidents, ces chefs d'État-là auront à gagner si seulement
ils se donnaient de la peine pour réfléchir dans ce sens. Ils auront également à gagner s'ils pensaient à l'épanouissement de la jeunesse. Et là, il est temps de passer des discours aux actes. Mais nous allons convoquer avec vous, Maître Ganga, et d'abord la procédure. Est-ce qu'elle est vraiment, il a suivi vraiment les voies qu'il fallait? Parce que vraiment attendre longtemps que les autres puissent d'abord prendre de l'avance, et à l'approche des élections, il porte plainte. Et c'est contre X. D'abord la procédure, la démarche, est-ce que selon l'art juridique, est-ce qu'il est vraiment dans le jeu? C'est normal. C'est normal. Mais Guesso est né avant la honte. Obiang Gema est né avant la honte. Les Bongos sont nés avant la honte, honnêtement. La procédure est normale, mais c'est ridicule. Qui porte plainte contre qui? Tu vas aux élections, tu gagnes, et puis tu nous donnes, c'est tout, nous aussi on va le donner. Tout récemment, il a reçu, c'était vendredi, la visite des patrons de Total. Est-ce que c'est... J'ai dit, c'est ridicule. Ils sont nés avant la honte. C'est des gens qui n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte de voler, ils n'ont pas honte de piller, et ils n'ont pas honte de dire qu'ils ont volé. Parce qu'il sait qu'il a volé. Mais sinon, pourquoi n'a-t-il pas déclaré son patrimoine avant les élections? Mais quelle activité a-t-il effectivement réalisée pour obtenir ces biens? Il est président de la République, monsieur Maître Ganga. Oui, il est interdit de cette activité. La loi l'interdit. Par exemple, le commerce. Il y a une compatibilité entre le commerce et la présidence. Vous voulez quoi? Il a volé. On lui fait de la pression comme tu as volé. Donne notre part. Bon, lui dit, attendez, je vais aux élections. Il s'est tiré, hein. Maintenant, comme tu vas aller aux élections, il faudrait qu'on soit sûr que tu vas donner l'argent. Ok, bon, à vous aussi, maintenant, il engage des manœuvres dilatoires pour retarder les choses, enfin. Finir par donner les milliards. Maintenant, après avoir crié et fait parler votre cœur. Pourquoi? Voilà, merci. Merci à vous dimanche, Isaac. Donc, bonne soirée à vous et bien sûr à tous vos invités là-bas de ce côté-là. C'est donc la fin de ce bouquet spécial. Merci, mesdames et messieurs, d'avoir participé, d'avoir appelé, d'avoir voté. Mais nous, avant de terminer, on va faire un petit clin d'œil à cette visite de Madame Mariam Sankara, la veuve du défunt président du Burkina Faso, Thomas Sankara, qui est au Cameroun. Voilà, une visite liée à la dédicace de l'œuvre du professeur Emmanuel Ponji, dédiée donc à monsieur Thomas Sankara, Mariam Sankara, qui a donc effectué une visite dans les nouveaux locaux d'Afrique Média. Voilà, on va suivre, avant peut-être de suivre un extrait, monsieur François Béot, vous y étiez, comment s'est passée la visite en vraiment 30 secondes? Oui, très très belle visite, comme belle Madame Sankara, pour ses idées, pour le soutien qu'elle a apporté à son mari et pour sa beauté physique. Donc ça veut tout simplement dire que l'Afrique est en marche avec Afrique Média. Donc l'Afrique restera en éveil et l'Afrique convaincra et l'Afrique gagnera. D'accord. Pasteur Paul Pondy, vous étiez également. Oui, un petit mot. J'ai accompagné cette femme pendant la visite et puis j'ai constaté une capacité élevée de cette femme dans l'humanisme de son mari, que son mari prônait, et puis également sa facilité à répondre aux questions des journalistes. Ça m'a beaucoup marqué. Pour moi, c'est une femme véritablement qui est pour l'Afrique de demain. Qui représente en tout cas son défunt mari. Oui. Elle peut encore apporter beaucoup à l'Afrique. D'abord que de voir son calendrier, elle est surchargée, elle est invitée partout dans le monde, elle sort des États-Unis, elle est invitée au Canada. Vraiment, c'est une jeune femme. Et elle m'a impressionné. D'accord. Bon, voilà, on va justement suivre un extrait de cette visite. Madame Sankara qui s'est donc exprimée au micro d'Afrique Média.
des petits soucis avec cet extrait, mais nous vous promettons en tout cas, juste après cette émission, vous aurez en intégralité cet entretien de Madame Sankara avec notre journaliste Monsieur Taillou, qui a donc eu un entretien avec cette dame courageuse, Madame Mariam Sankara, tout juste après la fin de cette émission. Donc nous vous remercions encore, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis. Merci pour votre patience, merci pour votre soutien, merci également à toute l'équipe technique. Voilà, les programmes continuent sur Afrique Média. Bonne soirée. Bonsoir.